Bonjour à tous, je m'appelle Charline Belmas. Bienvenue dans ce balado en association avec la RQRD. Je suis une étudiante en maîtrise de physiologie dans le laboratoire de Louis qui a gentiment accepté de venir aujourd'hui pour ce balado. On va discuter tous les trois. Donc tout d'abord, je voulais vous spécifier que je travaille sur les émotions dans la douleur, donc le poids du désagrément chez les patients à douleur chronique. Je travaille en laboratoire et on essaie de trouver des stratégies thérapeutiques pour traiter la douleur chronique. On va faire un petit tour de présentation. La première question, ça va être présentez-vous de la manière dont vous voulez. On peut commencer peut-être par Louis. Bonjour Charline. Louis Gendron, je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai un laboratoire de recherche dont les intérêts particuliers sont bien sûr la recherche sur la douleur, mais surtout sur probablement encore les meilleurs analgésiques qu'on connaît et qui sont utilisés depuis des milliers d'années, donc les opioïdes. C'est vraiment le sujet principal de recherche dans le laboratoire. Et Derek, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux? Bonjour tout le monde. Je me présente Derek Spears, puis moi je suis un vétéran à la retraite et un expert en douleur. D'accord, on va voir ça tout de suite. On va commencer directement. Je suis intéressée par comment tout cela a débuté, quel est l'élément déclencheur qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui, ton diagnostic, comment ça s'est passé? Il faut aller loin. Les Forces armées canadiennes, c'est un organisme, l'armée, c'est pas facile, c'est dur. T'sais. Puis moi, j'étais un cuisinier qui était dans la marine. Puis là, les cuisiniers, on travaille très fort. Énormément fort, là. On travaille tout le temps. Puis j'ai eu une couple de blessures quand j'étais sur les bateaux. Puis après ça, après une couple d'années, j'ai vu la lumière, puis j'ai décidé d'aller travailler en dessous de l'eau, dans un sous-marin. D'accord. Une fois ma qualification faite, tous mes tests, puis mon premier vrai voyage était sur le sous-marin Chicoutimi en 2004. Puis 2 jours après qu'on est parti, le sous-marin a explosé. Il a pogné en feu. Puis on était naufragés 1 semaine à bord. Suite à ça, j'avais déjà des petits problèmes de douleur de dos. Vu qu'on travaille tellement fort, puis je suis grand, j'étais tout le temps penché. Puis essayer de s'ajuster avec le mouvement des vagues, c'est pas toujours évident. Avec tout ça, j'ai fait une crise épileptique, puis je me suis fracturé la colonne à 5 places. J'ai été libéré des forces en 2011 après 22 ans de service, puis mon dos il a juste dégradé depuis là. J'ai été opéré dans le dos, puis la douleur est toujours avec moi. Oui, ça doit pas être facile, les conditions dans les sous-marins, et c'est assez tragique quand même, on peut le dire. Je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens là. Je veux dire, si c'est connu de ces douleurs chroniques, des vétérans justement de l'armée qui en ressortent vraiment blessés là, et puis ça change une vie, quoi. Ben oui, parce que nous autres, moi je suis rentré, j'avais 17 ans. J'avais besoin de la permission de mes parents pour qu'ils signent. Puis c'est tout ce que je voulais faire dans la vie. Je connaissais pas d'autre chose. Puis c'est pas un camp de vacances. Oui. Fait que c'est go, go, go tout le temps. Puis la façon que ça fonctionne, tu es toujours à 100 000 à l'heure. Puis là, quand tu te blesses, tu tombes à 0. Puis des fois, eux autres, dans mon temps, ils veulent te patcher, puis c'est go, on retourne travailler. Mais à la longue, il y a des effets d'usure. Puis dans mon cas, c'est vraiment mon dos, là. Puis tu t'es impliqué là-dedans vraiment 100% quoi, pendant longtemps, puis
Genre quand ça t'arrive, je comprends que tout s'effondre autour de toi. En quoi cette douleur, elle a changé ta vie concrètement? C'est quoi les manifestations que tu vois dans la vie de tous les jours? Ben, maintenant, je vis... C'est pas un bon mot à dire, là, puis je devrais pas utiliser ça. Là. Je vis pour ma douleur. Mais ma douleur est toujours avec moi. Il a fallu que je change complètement ma vie, puis comment je fonctionne. Complètement, sur tous les aspects maintenant. T'sais, si on va aller dans les vacances, puis on va marcher, mais je sais que je vais souffrir dans l'après-midi. Il faut que je pense à ce que je vais faire. Il faut que je pense comment je vais lever quelque chose. Il faut tout le temps que je pense. Bon, ça va-tu me faire mal? Ça va-tu pas me faire mal, mais ça va-tu aggraver les choses? Je vais-tu en souffrir plus? Puis, tu sais, c'est tout le temps là, parce que j'ai tout le temps mal. Ça a tout changé ma vie complètement. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça. J'aime bien faire des sushis, moi. Je suis un cuisinier, j'aime ça faire à manger. Puis j'aime ça faire des sushis. Mais avant, je faisais cuire mon riz, je coupais mes légumes, toutes mes choses, faisais toute ma mise en place. Puis là, je complétais tout ça. Mais après ça, une fois que c'était fait, moi, je m'excuse, j'étais sur le cul. Puis il a fallu que je trouve des façons de travailler complètement différentes. Fait que maintenant, si je fais du sushi, ben je vais commencer la journée d'avant. Tu sais? Puis le matin. Puis là, j'y vais en phase, j'ai pas le choix. J'en fais un petit peu, j'arrête. J'en fais un petit peu, j'arrête. Puis je suis content, là. Ma femme est rendue une experte en sushi, elle aussi. Fait que on travaille bien ensemble. Mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. Sinon, je vais trop souffrir, puis j'aurai plus de plaisir le soir. Donc ouais, ça a changé tout ton planning de vie, là. Tu réfléchis vraiment en fonction de l'avancée de tes symptômes, on va dire, dans la journée. Tu parlerais peut-être de fatigue émotionnelle, un poids de cette douleur. Donc vraiment, on voit que moralement, c'est compliqué. Est-ce que au niveau sensitif, au niveau plus sensoriel, t'es plus sensible, ou par exemple quand tu fais tes sushis, je sais pas, comment ça se passe au niveau sensoriel? Est-ce que t'es... Tu sais, je le sens venir, puis le problème que j'ai, c'est que je suis pas capable de le contrôler. Quand ça va commencer, ben il faut tout de suite que j'arrête. Sinon, ben là, ça part, puis ça va me prendre 1 heure, 2 heures à essayer de calmer ça. Puis, tu sais, c'est comme le cercle... La douleur chronique, c'est un cercle vicieux. Fait que, tu sais, le plus que tu as mal, le moins d'activité que tu fais. Mais le moins d'activité que tu fais, ben tu vas avoir plus mal parce que là, tu vas avoir d'autres problèmes. Tu sais, fait que c'est un cercle vicieux. Puis c'est dur, ça, sur le moral, c'est dur sur la famille, c'est dur sur la personne, c'est dur sur les amis, tout le monde. C'est vraiment pas facile. Puis ce qui est plate, non, je devrais pas dire ça, là. Tu sais, des fois, on me regarde, il est correct. Lui, il a juste... tu sais, il a de la correcte, il a toutes ses jambes, il a tous ses morceaux, puis c'est quoi son problème, tu sais? Puis c'est dur à l'expliquer, puis à la fin de la journée, tu sais, ça te tente plus. Je comprends. C'est pas évident. Derek parle puis répond à tes questions, Charline. Ce que j'entends beaucoup, là, c'est son moral. Il s'organise. Il a trouvé des trucs dans sa vie de chaque jour pour garder le moral, pour ne faire en sorte que sa douleur ne contrôle pas sa vie, mais que lui contrôle sa douleur. Hein. Si je peux le présenter un petit peu comme ça. Il sait qu'il va avoir mal. Il s'organise pour passer des bonnes nuits, parce que je suis déjà allé en congrès avec Derek, puis il a passé une mauvaise nuit, puis il n'a pas pu rester. Puis c'est comme ça. Donc, il se connaît. Je pense qu'il sait que certaines choses qu'il doit faire qui vont entraîner de la douleur chez lui, mais il garde le moral. Bon, là, c'est un balado. Évidemment, les gens ne voient pas Derek. Plusieurs le connaissent, par exemple. Mais Derek, il l'a dit tantôt, mais c'est un grand gaillard
qui est bien bâti, bien shapé, beaucoup plus que moi. Il y a des tatous un peu partout. C'est sa vie tatouée sur lui. C'est le genre de gars que tu vois dans la rue, puis tu penses pas qu'il peut avoir mal. Tu penses pas qu'il peut souffrir. L'image qu'il projette, c'est pas ça. Pourtant, il l'a bien mentionné, je pense. Là, personne ne peut en douter au terme des paroles qu'il a échangées avec nous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui souffre toujours. Il y a des pics de souffrance, mais il souffre toujours. Mais il s'organise pour avoir une vie active. Il est président de l'Association des vétérans ici, provincial maintenant. Provincial. Avant, c'était en Estrie. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai connu. Là. Si je peux faire une histoire courte, ça fait quelques années déjà qu'on se connaît. Puis on s'est connus à cause du gym, auquel je ne vais absolument pas. Je ne suis pas quelqu'un qui s'entraîne au gym. Mais Derek s'entraînait au gym, puis il y a quelqu'un qui l'a vu là, puis qui voyait qu'il souffrait. Et cette dame-là, en fait, c'était la présidente de la Fondation du CHU. Et elle m'a envoyé un courriel, duquel j'ai pris trop de temps pour répondre. Mais ça, bon an, mal an, ça a fait en sorte que, du coup, j'ai rencontré Derek, puis on a commencé à travailler un petit peu ensemble. Beaucoup comme ça à échanger. Maintenant, il est patient partenaire pour le réseau douleur aussi. On est devenus des amis. Il m'invite à souper, je l'invite à souper. On a fait différentes choses ensemble comme ça. C'était avant la pandémie. Puis là, bon, la pandémie a effectivement affecté tout ça. Il s'est récemment marié aussi. Donc, c'est un gars qui se garde très actif, garde le moral. Mais il l'a dit tantôt aussi, la perception, quand les gens le regardent, les gens vont souvent dire, puis là, je le dis pour Derek, mais c'est vrai pour d'autres. Je le dis pour Derek parce que lui, il a le physique qui fait en sorte que un soldat, on ne s'attend pas à ce que ça souffre, puis c'est capable d'en prendre. Mais je suis allé aussi dans un de leurs soupers de vétérans, et puis il y a des gens maganés dans ça. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans leur vie qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Donc, c'est des gens qui souffrent énormément. Ils souffrent physiquement, souffrent pour plusieurs mentalement aussi. Louis, je voulais te demander comment ça se traduit ça au niveau de l'organisme, toutes ces modifications sensorielles, peut-être cette hypersensibilité et de notre côté le poids du désagrément, quoi. Comment ça se traduit tout ça? Bien, je pense qu'il y a certainement différents aspects là, ici. Charline, tu parles de l'hypersensibilité ou comment on développe en fait une sensibilité augmentée à la douleur. Donc, en fait, un signal qui nous vient de l'extérieur qui normalement ferait pas mal, qui là soudainement se met à faire mal. Bon, ça, c'est un type de douleur qui existe où vraiment notre organisme devient beaucoup plus sensible à son environnement. Et effectivement, quelque chose qui, à la base, ne serait pas perçu comme une douleur, comme du mal, bien, on se met à le percevoir, en tout cas, notre cerveau se met à le percevoir comme un signal douloureux. Puis ça devient un signal d'évitement, automatiquement. Dans le cas de Derek, ce qu'il vient de nous dire, ce qu'il nous rapporte, il y a une blessure. Il y a une blessure qui est réelle, qui est là, pour laquelle il a subi aussi des interventions chirurgicales au niveau du dos. C'est une blessure qui est là puis qui va rester toujours. Donc, cette blessure-là continue de produire un signal de douleur par elle-même. Puis, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui vont de l'environnement, mais de la personne aussi, qui peuvent influencer la façon dont on va continuer de le percevoir en termes de sensibilité. Donc, la fatigue, c'est certainement un facteur important. Tout le monde qui souffre de douleurs chroniques dira que lorsqu'on est fatigué, en fin de journée, il y a des périodes dans la journée, en tout cas, où la douleur est plus intense qu'elle l'était. La blessure est la même, mais la douleur est augmentée. Comment c'est perçu? Ben, en fait, la douleur, il faut juste comprendre que, pour faire assez simple, on peut la diviser en deux grandes parties. Il y a la douleur qu'on ressent, qui est très, très neuronale, activité électrique. Donc, on a dans l'environnement des stimuli qui vont activer des neurones et ce signal-là va juste être transmis jusqu'à notre cerveau. Puis ça, c'est très électrique, c'est-à-dire que le signal va partir du point A, va se rendre au point B, puis si on le bloque au milieu, ça va couper ce signal-là. Lorsqu'il atteint le cerveau, ce signal-là, on va l'interpréter. C'est la beauté de la machine humaine, la beauté du cerveau. On va l'interpréter et on va donner une signification à ce signal-là ou à ces signaux-là. Donc, un premier signal va être interprété au niveau du cerveau par le cortex pour déterminer un petit peu, bien, ça vient d'où, ça, ce signal-là? Est-ce que ça vient d'une main? Est-ce que ça vient d'un pied? Juste le localiser sur le corps. Quel type de signal c'est aussi?
Est-ce que c'est plutôt mécanique? Est-ce que c'est du chaud, du froid? Mais il y a un autre aspect hyper important qu'on oublie souvent en recherche, en tout cas au niveau fondamental, comme nous, on l'a fait au laboratoire, qui est un aspect davantage émotif. La douleur, c'est désagréable. Tout le monde le sait. On l'a bien entendu dans le discours de Derek aussi. Donc, il y a un aspect qu'on veut éviter dans la douleur parce qu'on n'aime pas ça. Il y a des choses qu'on aime dans la vie puis qu'on veut répéter, puis il y a d'autres affaires qu'on veut juste essayer d'éviter, puis on va s'en rappeler toujours. C'est désagréable, c'est le genre de choses que si on pouvait, on s'en passerait. Bien, la douleur, c'est ça. Et ça, c'est une autre région du cerveau qui va gérer tout cet aspect émotionnel-là. On s'en est longtemps pas très préoccupé, puis maintenant, on commence à s'en préoccuper beaucoup parce que c'est un aspect hyper important de la douleur. D'accord. Et ouais, c'est vrai que Derek nous a beaucoup rapporté le côté émotionnel, en fait, dans sa douleur. Au niveau, justement, comme tu nous disais, je voudrais rebondir sur au niveau du cerveau. Donc, toutes ces structures dont tu nous as parlé, impliquées dans la médiation émotionnelle de la douleur, quelles sont ces structures? C'est un grand système, là. C'est principalement le système qu'on appelle le système limbique, qui est un réseau de neurones ou de différents noyaux dans le cerveau qui communiquent entre eux. Et c'est assez complexe, là, mais pour la douleur comme telle, disons simplement que c'est un réseau qui va vraiment fonctionner sur... C'est le réseau de la récompense. Donc, tout l'aspect émotionnel, négatif relié à la douleur, aussi à la peur. Donc, c'est vraiment très, très près. C'est dans le système limbique. Là, il y a plusieurs structures qui vont être impliquées là-dedans. Je ne voudrais pas trop rentrer en détail dans les types de structures, là, mais il faut quand même comprendre que les antidouleurs vont pouvoir agir sur ces structures-là de façon à diminuer la douleur, diminuer aussi l'aspect, en tout cas émotionnel de type négatif au niveau de la douleur. Puis les régions auxquelles on va particulièrement s'intéresser dans le système limbique, c'est les régions qui tournent beaucoup autour de l'amygdale, notamment parce que c'est une région qui a comme fonction primaire, en tout cas, de l'aspect négatif des choses. Donc, pas juste la douleur. Donc, la peur en est aussi un exemple, même si ce n'est pas tout à fait au même endroit, là. Mais ça, c'est un aspect important au niveau du cerveau. Ce même réseau-là, dans le système limbique, là, il y a des régions aussi qui sont spécialisées ou qui nous permettent de conserver une mémoire d'événements déjà perçus. Fait que si on perçoit une douleur, puis qu'on veut l'éviter par la suite, il faut s'en rappeler de ça. Et ces réseaux-là, à l'intérieur du système limbique, au niveau de la motivation notamment, sont aussi impliqués dans cette mémoire-là à plus long terme. Toi, Derek, le désagrément de cette douleur, est-ce que ça a modifié, par exemple, tes comportements? Donc, comme tu nous disais tout à l'heure, ça, tu nous l'as dit, mais est-ce que ça a modifié aussi des aspects de ta mémoire, des aspects sociaux, par exemple? Est-ce que tes interactions sociales ont été diminuées ou comment ça se passe à ce niveau-là dans ta vie? Bonne question. Ma mémoire courte est hautement affectée. Pas juste à cause de ma douleur, là. C'est quand j'ai fait ma crise épileptique à cause de l'accident, quand j'ai été voir la neurologue, puis ils m'ont fait passer tous les tests et tout ça. Puis il avait dit, garde, on a trouvé de la matière grise sur ton lobe temporel droit. Puis il dit, ça peut affecter ta mémoire courte. Puis il m'a demandé, il m'avait posé une question, il dit, as-tu eu des problèmes en mathématiques? J'ai dit, écoute, j'étais un gros zéro en maths, là. C'était l'enfer, là. Tu sais, je comprenais absolument rien. Mais il dit, parce que où ta matière grise, ça affecte les chiffres, puis ça aussi. Fait que je dis, ben, OK. J'ai fait mon cours de sous-marinier, fait que il y avait des maths là-dedans, là. Mais, tu sais, c'est... Là, je t'ai perdu. Là, la première question, c'était... C'était si au niveau par exemple de ta mémoire, est-ce que ça avait affecté les choses au niveau de tes interactions sociales? En fait, je te parle à un niveau un peu plus cognitif, là, genre dans ta
tes prises de décision, ta crainte que la douleur revienne, par exemple, à un certain moment de la journée ou voilà, des choses comme ça? La douleur est toujours là. Ça dépend de l'intensité. Mes interactions, ils ont beaucoup changé vu que j'ai pas beaucoup d'énergie. Je choisis. Je suis une personne sociable. Puis je suis une personne impliquée avec des causes de vétérans et ces choses-là. Puis aussi pour la douleur chronique chez les vétérans. Parce que c'est très important. Moi, je ne suis pas gêné d'en parler, mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Fait qu'ils sont isolés chez eux. Puis, le but de tout ça, c'est les sortir de l'isolement pour changer le mal de place. Puis des fois, quand on est en groupe, comme moi puis ma gang de vétérans, qu'on a tout mal un peu partout, ben c'est là qu'on commence à se comprendre. Ah, ben là, OK, ça fait du sens, parce qu'on est des gros toughs, puis on n'en parle pas. C'est un peu tabou, ouais. Ouais. Du coup, est-ce que par exemple, tu as des cycles de... Je sais pas comment ça se traduit là, mais est-ce que tu as des cycles genre où tu vas t'isoler pendant un certain moment, puis après tu vas te dire, bon, faut que je sorte à un moment donné, que j'essaie d'oublier, entre guillemets, comme tu nous disais tout à l'heure, puis tu auras justement un cycle un peu où tu vas revoir un peu de monde. Comment ça... Je suis comme un ours, moi. J'hiberne l'hiver, puis je sors au printemps. J'aime pas l'hiver. Je m'isole un petit peu plus l'hiver, là, je te dirais. J'ai beaucoup mes activités de vétéran, je suis quand même impliqué, mais dès que le printemps sort, moi, écoute, on est parti, puis on change le mal de place. Je suis une personne d'été, j'adore la chaleur, comme tout le monde. Là. D'accord. Mais il faut que je choisisse mes batailles. C'est vraiment ça. OK. Et t'as des activités que tu ne peux plus faire, par exemple? Je sais pas si, t'aller à la pêche ou je sais pas où. Il faut pas laisser notre douleur se limiter. Puis je vais t'expliquer pourquoi. En 2018, j'ai été choisi pour l'équipe Canada pour les Jeux Invictus. On est allé à Sydney, en Australie. D'accord. Puis j'ai fait des compétitions basketball en chaise roulante. J'ai fait de la natation. J'ai fait de l'aviron. Puis ça, les Jeux Invictus, ça a été fondé par Prince Harry dès son retour d'Afghanistan pour... c'est comme des Jeux paralympiques pour des vétérans qui ont été blessés ou tout ça. Puis en 2018, c'était à Sydney, en Australie. J'ai eu l'opportunité d'y aller puis de représenter mon pays, encore une fois. Puis j'étais brûlé. Par contre, je l'ai fait, puis une semaine après que je suis revenu à la maison, j'ai été opéré dans le dos. Oui. Faut pas se limiter que... Oui, si tu fais telle chose, ça va avoir plus mal. Ma douleur est là. Puis je sais que si je fais d'autres activités plus fortes, je vais juste en souffrir plus parce que je suis pas en forme. Tu vas avoir les répercussions après. C'est ça. Oui. Fait que l'Australie, pour moi, ça a été pour une personne qui je suis pas compétitif, pas du tout. Là. J'ai jamais fait une course de ma vie. Puis mes courses de natation, j'ai fait... c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. J'étais arrivé dernier. Je m'en foutais comme la 40. C'est réunificateur, juste. Je l'ai fait. Oui. Puis je souffrais. Mais là, qu'est-ce qui m'a aidé, moi, là, c'est de voir des vétérans qui manquaient des morceaux. Là. On avait un qui manquait 2 jambes, puis il manquait un bras. Puis il faisait sa natation, le bonhomme. C'est épouvantable. Là. Fait que là, moi, je me regarde, j'ai mal au dos. Oui, je suis pas en forme, mais regarde, lui, le bonhomme, il manque un paquet de morceaux, puis il a le gros sourire d'en face, puis il fait ses activités. Fait que ça m'a aidé vraiment à essayer de pas trop m'apitoyer sur mon sort. Le monde, quand il me voit, là, c'est « Salut, Derek, comment va ton dos? » Je suis pas Derek à cause de mon dos, là. Oui.
ouais, c'est ça. En fait, on te le rappelle souvent. Mais après, c'est un beau souvenir, quoi. Est-ce que tu t'en rappelles souvent? Genre, est-ce que ça te revient souvent quand il y a des moments où ça va pas et puis tu te dis... Enfin, je veux dire, cette compétition, c'était quand même... ça réunit plein de gens. Quand j'étais complètement déconnecté dans mes courses de natation, puis ça, je l'oublierai jamais, là. Puis on faisait tout ça dans la même journée, dans le même avant-midi. Puis j'avais le 100 mètres freestyle. Puis j'étais complètement déconnecté. Je savais même pas c'était quand ma course ou de quoi. J'étais assis, là, je regardais l'écran, je dis bon, c'est-tu moi le next? Je ne savais pas. En tout cas, puis j'ai été en mode automatique. Fait quand j'ai vu mon nom, ben OK, là j'étais plus sûr de c'est quoi que je fais, là. Fait, OK, là, tu fais le butterfly. OK, ben regarde, on va faire le butterfly. T'sais. Puis à la fin de ça, ça a été... j'étais super content. Puis ça m'a aidé à... Mon opération m'a aidé aussi parce que j'étais rendu accro aux Opliclone pour m'aider à dormir. J'étais plus capable de me sevrer de ça. Là. C'était pas le fun. Puis quand j'étais arrivé à la maison, quand j'ai été opéré, je me suis sevré. Puis ma mère, qui a fumé toute sa vie, elle a arrêté du jour au lendemain. Elle dit, Derek, elle dit, si t'es capable de faire ça, ces jeux-là, la manière que t'es, là, elle dit, moi, j'arrête de fumer. Ouais. Puis elle fume plus, là. Elle n'a jamais retouché. C'est beau quand même comme souvenir. C'est quand même exemplaire, je trouve. T'es quand même un modèle, je pense, pour beaucoup de gens autour de toi. Je sais pas si voilà, tu te rends compte, mais ça, c'est un autre sujet. À propos de tes traitements, comme tu disais tout à l'heure, comme tu l'as un peu, t'en as un peu parlé dans ce que tu as dit précédemment, quels sont les traitements que tu as eus? Comment ça a évolué? Quels sont les premiers traitements? Est-ce que ça a changé après? Au début, quand j'étais encore dans les forces, puis là, j'avais mal au dos, je me souviens, j'avais été voir le chiropraticien à l'hôpital militaire. Puis j'avais des traitements de chiro. Il me mettait une grosse machine dans le dos, là, ça vibrait, ça je me rappelle. Là. Puis ça m'aidait, mais là, j'étais encore opérationnel. Fait qu'il y a comme une différence, là, quand t'es... Parce que moi, j'étais encore ces sous-marins, puis j'étais opérationnel, Fait, je voulais pas perdre ma cote de sécurité. Fait, je parlais pas. Fait, j'allais mes traitements, mais la vie est bête. Puis ça a vraiment été au point où j'ai fait ma crise épileptique. Que ben là, je pouvais plus le cacher. Là, fait ça a commencé comme ça. Puis ensuite de ça, j'ai eu un peu de physio, mais... Pour moi, ça a mal été. Parce que quand j'ai eu ma fracture, ils m'ont pas fait d'IRM. Ils m'ont fait un X-ray, là. Puis ils avaient vu 2 fractures. D'accord. Des facettes entre T5 et T9. T8, T9, c'était ça, je me rappelle. Puis ils m'avaient donné un liquide pour le nez, une canne, puis je suis retourné travailler 2 jours plus tard. Là, mon sous-marin, il s'en allait opérationnel. Mais là, j'avais de la misère à me tenir debout. J'avais des fractures dans le dos, là. Puis je travaillais encore. Fait, il a fallu que je rentre travailler une fin de semaine, puis j'ai pas toffé. Fait, je suis retourné à l'hôpital. Puis là, ils m'ont... c'est quoi qu'ils avaient fait? Ils m'ont donné une semaine de congé. Oui, il y a quand même des sous-évaluations à cette époque-là. Là. C'était quand, ça? Tu me disais après, je suppose qu'il y en a toujours, de toute manière. Mais, ça, c'est arrivé en 2006. Oui, quand même. Tu sais, puis suite à ça, j'ai pas eu de traitement quand j'étais dans les forces. C'était plus pour ma tête. Puis ils m'ont mis d'un coin. Tu sais. Quand ça, c'est une autre histoire. On pourrait en parler longtemps, là. Si t'es pas déployable, comme ils disent dans les forces, ben t'es non employable.
Puis vu que moi, j'étais plus déployable parce qu'il fallait que je prenne une pilule de Dilantin pour contrôler mon épilepsie, une pilule 2 fois par jour. Puis là, j'avais fait trois crises en tout. Je me suis fracturé le dos à ma 2e crise. Une fois que la médication a été thérapeutique, tous mes symptômes ont parti, tout a arrêté. Puis j'étais correct, je m'avais mis en forme, puis j'étais prête. Moi, je voulais m'aller en Afghanistan. Puis ça a été non, on arrête ça là. Ouais, fait que, ça a été stoppé net, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, actuellement, tes traitements ont changé et est-ce que tu es traité aux opioïdes? Mes traitements ont complètement changé, puis oui, je suis traité aux opioïdes. Comment tu dis ça encore? Aux opioïdes. Aux opioïdes. Puis moi, ça marche pas. J'ai tout essayé. Puis là, j'essaye un autre traitement. Là. Ouais. Comment les opioïdes, ils agissent sur l'organisme, tout simplement, Louis? Oui, les opioïdes, on va parler de morphine, en tout cas, tout ce qui est analogue à la morphine ou qui fonctionne à peu près de la même façon. Là. Comme n'importe quel médicament, ça fonctionne parce que ça a une cible dans le corps humain. Donc, ça va agir sur des protéines, ça va agir sur des cellules, des membranes, des canaux. Donc, les opioïdes font ça, vont agir sur des neurones, principalement, par des protéines qu'on appelle des récepteurs. La résultante de l'action de la morphine, des opioïdes, c'est d'inhiber l'activité neuronale. Donc, si on inhibe l'activité neuronale, on freine le signal. Et le signal, dans ce cas-ci, c'est un signal de douleur. Donc, lorsqu'on a un stimulus qui est nocif, nociceptif, un stimulus de douleur, le fait de diminuer l'activité de ces neurones-là avec un opioïde, ça va simplement diminuer ce que le cerveau peut comprendre de ce signal-là ou l'amplitude de ce signal-là. Donc, en bout de ligne, la résultante, c'est que ça fait moins mal. Bon, les opioïdes, c'est leur mécanisme d'action. La majorité des antidouleurs, si on sort des anti-inflammatoires, qui, eux, ont une action un petit peu différente, la majorité des antidouleurs vont fonctionner de cette façon-là, vont diminuer ou déprimer le système nerveux de façon à ce que le cerveau va percevoir comme signal va être amoindri, va être plus faible. Donc, pour calmer un peu et diminuer l'information douloureuse, perçue après comme de la douleur. Quoi. Exactement. On parle de système opioïdergique. Donc, en fait, ce système, c'est qui est présent dans tout l'organisme, en fait. Il va y avoir des molécules donc, qui vont agir, comme tu nous as dit, sur des récepteurs, sur leurs récepteurs au niveau des neurones, pour diminuer le signal nociceptif. Est-ce qu'on a des opioïdes? Parce que là, on parle de traitement, donc c'est une voie extérieure, exogène. Est-ce qu'on a des opioïdes endogènes, donc à l'intérieur, synthétisés à l'intérieur déjà de l'organisme? Parce que je suppose que c'est pas dans le cas de la douleur chronique, là, mais dans la douleur aiguë, on va avoir une diminution de la douleur naturellement au bout à un moment donné. Ouais. Donc, on a effectivement des opioïdes produits par notre corps. Donc, les neurones vont produire des opioïdes. Les endorphines, là, dans la grande famille des opioïdes. On a plusieurs types d'opioïdes endogènes, là, mais on va souvent parler des endorphines. C'est un mot que à peu près tout le monde connaît ou a déjà entendu parler. Donc, là, c'est ce qui va effectivement participer, au moins en partie, à diminuer la douleur. Puis ça, c'est un mécanisme qu'on a de façon endogène. Donc, le corps humain est bien fait, comme la majorité des animaux d'ailleurs, possède ce système-là. On a une certaine capacité à diminuer nous-mêmes notre douleur. Bon, ensuite, il faut être capable de l'activer, ça. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire par les endorphines. Il y a aussi d'autres neurotransmetteurs là, qui vont participer à cette réponse-là. Mais les endorphines en sont une partie. C'est pas leur seul rôle. Les opioïdes endogènes, ce qu'on produit nous-mêmes, ont plein de rôles à jouer, mais notamment celui d'un contrôle de la douleur. Toi, Derek, et du coup, tu nous disais que donc, tes traitements, en tout cas aux opioïdes, ont évolué. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Comment ça s'est fait? Tu sais, j'ai commencé au début sur les Tylenol 3, puis là, à un moment donné, ça marchait plus, puis après ça, ça a été plus fort, ça marchait plus, un petit peu plus fort, ça marchait plus,
Puis, suite à mon opération qui n'a pas fonctionné, là, ça a été... ils m'ont donné jusqu'à arrêter de... J'ai pas eu la patch de la fentanyl, là. Ça, ils voulaient pas me la donner. Mais là, je suis rendu sur des trazodone, mais ça marche pas. Ça fonctionne pas. Je suis pas capable de... Je suis pas capable de le contrôler. Puis je pense que je faisais pas les choses comme du monde non plus. Je faisais pas assez de prévention. Parce que quand ça va bien, je suis tellement content que ça va bien. Une journée que je me levais, que j'avais pas mal, mais là, j'en profitais pour en faire trop. D'accord, là, ouais. Je souffrais pendant une semaine. Là, c'est un peu moins le cas, mais je remarque, l'été, c'est comme ça. Là. Il fait beau, la chaleur, le soleil, on est motivé, je vais en faire, mais là, il faut que je m'arrête, parce que sinon... faut que tu traînes ouais. un peu. Ouais. Donc toi, dans ton cas, en fait, c'est plus des traitements que tu dirais inefficaces plutôt que... Est-ce que tu as eu des effets secondaires par rapport à tes traitements, autres que la tolérance, quoi, l'inefficacité? Des effets secondaires, ça justement, j'en avais. Puis sur l'hydromorphone, j'étais plus buzzé que d'autres choses. Mais j'avais encore mal. Fait que... Puis là, le trazodone, je prenais ça comme des bonbons. C'est absolument rien. Puis là, là, ça, on va peut-être en discuter longtemps. Là, là j'ai comme le traitement de CBD. D'accord. Puis ça fonctionne. D'accord. Par contre, là, je suis dans les essais-erreurs. Des fois, j'en prends un petit peu trop. Puis j'ai les effets secondaires là, des dérivés du THC que j'aime pas. J'aime pas ça être buzzé. Là, j'aime pas ça. Je pense aussi c'est très psychologique parce que des fois, quand je filais pas, je regardais sur ma vie, puis tout ce que j'ai fait, tout le bon, mais je suis pas un ange, là. Ça n'a pas toujours été la joie, là, dans ma vie. Puis les niaiseries que j'ai faites, puis des fois, je me disais que je mérite ma douleur. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Mais c'est pas ça, je suis plus là maintenant, aujourd'hui, là. J'ai évolué. Mais avec tout, on évolue. Comme là, pour l'instant, le CBD fonctionne, je pourrais dire. Puis là, on va aller de ce côté-là. Mais là, moi, je m'en vais en voyage. Dans 2 semaines, là, je m'en vais en République. Là, Fait que là, je vais sevrer, là. Fait que j'amène pas ça avec moi là-bas, là. Non, on oublie ça. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Fait que là, ça va être un bon test pour voir la chaleur. Va-tu avoir un impact? Je vais prendre des notes là-dessus. Là. Mais je suis curieuse, comment... je me doute qu'il y a d'autres personnes qui prennent du CBD en guise de traitement là, pour tout un tas de choses. Il n'y a pas des dérogations pour vous? Ça dépend de la personne. Tu sais, garde Louis, là. Garde Louis puis moi. Regarde la différence. T'sais, moi, je suis quasiment 6 pieds, 250 livres. Je suis comme un frigidaire. Tatoué. Tatoué partout, puis j'ai de l'air d'un gros méchant, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Puis Louis, il est un petit peu plus petit. Fait que si on prend la même chose, là, lui, il va être parti, là. Puis il va tout manger dans la maison. Puis moi, peut-être ça ne m'affectera pas. C'est dur à dire. Puis quand on parle avec le docteur pour tout ça, c'est vraiment un essai-erreur. Ouais. Mais je l'ai tellement essayé souvent, j'ai tellement eu d'essais-erreurs que j'ai arrêté. Parce que là, j'aimais pas ça, être buzzé, là. Puis j'étais pas assez assidu. D'accord. Là, il y a plein de vétérans dans mon cercle qui en prennent.
puis qu'ils trouvent ça fantastique, que là, il a fallu que j'essaye de quoi, là. Fait que là, je suis là-dedans, là. D'accord. Je voulais juste demander à Louis par rapport... tu nous as parlé de tous tes traitements. On reparlera du CBD parce que ça peut être une perspective pour toi. Comment on explique les phénomènes qui se passent? Par exemple, quand, dans le cas des REC, les traitements sont inefficaces, quand on développe de la tolérance et d'autres effets secondaires, par exemple? Et il y a plusieurs choses dans ta question. Premièrement, les traitements ne fonctionnent pas de la même façon pour tout le monde. Il y a des aspects de la personne qui existent, là. Donc des aspects génétiques des fois. On peut ne pas répondre de la même façon. On va parler de la morphine pour dire quelque chose, là. Donc tout le monde ne répond pas à la morphine de la même façon, notamment à cause d'aspects génétiques, hein. Donc on doit métaboliser la morphine et le métabolisme qu'on en fait, ça, on peut avoir des mutations où on porte un code génétique qui nous permet de répondre plus ou moins efficacement à la morphine. Ça, c'est une façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui arrive à Derek. Le type de douleur duquel on souffre aussi. Donc, les opioïdes vont être plus efficaces pour certains types de douleurs, moins pour d'autres. Puis pour d'autres personnes, les gens vont dire « ça ne marche pas pour moi ». En fait, la morphine ou les opioïdes fonctionnent. Mais les effets indésirables qui viennent avec sont tellement importants que le bon côté, le bienfait de la substance ou du médicament, on l'oublie complètement. On n'est pas capable de se rendre aux doses thérapeutiques. Les effets secondaires sont trop importants. Par exemple, les nausées, constipation, qui sont des effets importants. Derek a mentionné le fait d'avoir un buzz sur l'hydromorphone. Si ces effets-là apparaissent à des doses qui ne sont pas encore analgésiques, des doses qui n'enlèvent pas encore la douleur, c'est un effet, ça a l'air de ne pas fonctionner. Donc, c'est l'effet secondaire qui est juste trop important. Et l'effet bénéfique, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. D'accord, donc tous ces effets bénéfiques peuvent être cachés par des effets secondaires néfastes pour la santé. Et puis, comme on l'a dit, c'est un cercle vicieux. Donc après, il y a tout ce côté de comorbidité, en fait, de santé mentale qui sont amenés avec, comme l'anxiété, la dépression, etc. Dans ton cas, Derek, du coup, qu'est-ce que ce serait pour toi? Peut-être la question va être un peu compliquée, mais un traitement optimal pour toi. Quels effets, et en comparant avec les autres traitements que tu as pu avoir, quels effets tu n'aimerais plus avoir? Quels effets tu aimerais avoir? Peut-être avec le CBD, tu disais que ça marche. Dans quel sens ça marche, tu vois, pour toi? Genre au niveau plus émotionnel, moral, ou plus au niveau sensitif, là? Qu'est-ce que ce serait un traitement optimal? Un nouveau dos. Robocop, là, peut-être. Ça serait le fun. Un nouveau dos, un nouveau corps, là. Ça, c'est pas le cas. Et traitement optimal, t'as beaucoup de questions là-dedans, là. Boy, oh boy, oh boy. Je sais que je vais toujours avoir mal. C'est vraiment juste, là, au niveau que ça affecte mon moral. J'ai pas arrêté de faire ce que j'aime. Parce que si j'arrête tout ce que j'aime, je vais être quoi, là? Je vais rester chez nous, puis je vais être un vieux chialeux. Puis je le suis déjà, là, mais encore plus vieux, puis plus chialeux. Il faut pas arrêter de faut sortir, il faut bouger, puis je le fais pas assez. Il va y avoir un déclic. Parce que ça va... je vais me réveiller un jour, là, puis regarde, j'espère que ce sera pas trop tard, là, mais bientôt, là, et regarde, faut que tu bouges un petit peu plus, là. Ouais, t'aimerais des traitements qui essaient de pallier à justement ce côté où tu peux pas... Il y a des fois, tu peux pas sortir de chez toi, t'aimerais être plus actif, malgré que tu sais que la douleur, elle va toujours être là, mais... C'est vraiment ici, hein? C'est dans la tête, là, parce que je sais que je suis plus actif, je vais me sentir mieux.
Mais j'ai de la misère à démarrer. Là. Tu ressens comme ça. Je suis un peu mieux sur les autres aspects. J'en ai parlé du moral. Le moral, il est bon. Mais c'est pas ça. J'ai pas peur d'avoir plus mal. Ça, je peux pas faire ça. Il y en a beaucoup de personnes qui ont peur de faire quelque chose parce qu'ils vont avoir plus mal. Moi, c'est pas mon cas. Okay. J'ai fait des courses d'automobile, j'ai fait les Jeux Invictus, j'ai fait plein de choses. Alors, on n'ira pas monter le mont Offord, là. On s'entend. Ça, je peux rayer ça de ma liste. Mais j'aimais pas ça. Fait que, regarde, ça change rien. Okay. Mais ces choses-là, regarde, Mont Washington, là, je vais prendre mon char puis je vais monter avec mon char en haut. T'auras la vue quand même. C'est ça. Fait que, puis c'est correct. Ben, au fil du temps, en fait, j'ai un petit peu appris à le connaître puis à comprendre que lui, Derek, ce qui semble changer vraiment sa vie, c'est qu'il regarde les bonnes choses de la vie. Il considère que lui est encore là, d'autres sont plus là aussi, parce que c'est aussi quelque chose qu'il m'a dit un jour. Il y a eu un décès sur le sous-marin. Puis cet homme-là, c'est un collègue de Derek, puis il est mort dans les bras de Derek. Puis Derek m'a dit un jour, mon ami, qui est mon compatriote, lui, il n'est plus là pour se plaindre. Fait que la douleur ne l'affecte pas, il est juste plus là. Moi, je suis là. Fait que ma douleur, je m'organise pour vivre avec, puis demain, ce sera un meilleur jour. Donc ça, je pense que c'est un aspect vraiment important. Puis j'en connais quelques-uns maintenant, des gens qui souffrent de douleurs chroniques. Une vétérane aussi que je connais depuis peu, puis c'est la même chose. C'est juste doté, c'est pas un bon mot, là, mais c'est doté d'un coffre d'outils pour se comprendre mieux, connaître ses propres limites. Puis après, c'est sûr qu'il y a des médications qui peuvent aider, il y a des chirurgies, il y a toutes sortes de choses, mais après, je pense que la base de tout ça, c'est vraiment de s'organiser pour faire les choses qu'on aime, mais bien doser. Peut-être que c'est mieux de ne pas tout faire quand tu vas bien, mais doser tranquillement puis le faire petit à petit. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on a fait vraiment le tour du sujet. Franchement, je suis très contente de t'avoir rencontré, Derek. C'était super gentil à toi de nous partager tout ça. Et merci aussi, Louis, pour toutes les connaissances que tu nous as apportées. Et voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci, au revoir. Merci, Charline. Merci. Merci, Derek.